J'ai intitulé en fait cette intervention "Le jeu, l'écriture, le corps en pédagogie au musée et ailleurs". Donc cette intervention sera le témoignage pédagogique de donc 20 années d'enseignement de la conception des projets didactiques, de game design, des jeux et de l'écriture dans cet atelier. Je ferai d'abord un petit détour par quelques souvenirs d'enfance et d'adolescence pour montrer de quelle façon ils ont influencé mes désirs et mes ambitions en pédagogie par le jeu, l'écriture et aussi enfin le corps. Je montrerai de quelle façon la conception du jeu a constitué la forme de pédagogie que j'ai progressivement adoptée pour rencontrer l'intérêt des étudiants et ma propre passion de les accompagner dans le cadre de leur multi-projets du cours Faites vos jeux. Ce sera ensuite l'occasion d'évoquer l'aventure des projets de jeux réalisés en fait dans et pour les musées, en particulier le musée de l'œuvre dans lequel on est ici. Je parlerai aussi de la révélation de l'écriture pour les étudiants et moi-même dans la vision pédagogique d'un atelier d'écriture qui pour moi prend un sens aussi avec ce dont on va parler ici et ce qui concerne ce sujet. J'évoquerai donc les fruits de cette collaboration avec Sabine Blonde-Carpentier, avec Stéphanie Bonnet, et Cécile Dupeux qui dirige et conserve ce grand musée, ce beau musée, pour donner une place au corps et à la pédagogie et à la médiation. Et je conclurai enfin en recherchant les articulations et le sens qui se sont construits entre ces trois pratiques en fait que sont le jeu, la médiation, le corps. Suis resté comme un enfant qui en admire un autre en train de faire du yo-yo avec grâce et qui ne peut rien faire d'autre que de lui demander de lui prêter cet objet pour essayer d'apprendre longuement par lui-même. Arrivé là, on peut se demander en quoi consiste alors la pédagogie si elle procède de soi-même. Et je pense qu'elle procède aussi beaucoup de nous-mêmes, évidemment énormément des autres. Cet enfant qui sait si bien jouer au yo-yo, par exemple, a appris tout seul et en regardant un autre qui avait appris comme lui, mais ce n'est évidemment pas la seule façon de s'approprier une connaissance ou un savoir-faire, mais cela y participe. Sans en comprendre d'abord le sens, j'ai il y a peu réalisé qu'après avoir travaillé et ruminé toute connaissance ou savoir-faire concret, je devais, pour l'assimiler complètement, le partager, le transmettre aux autres ou à un tiers. C'est mon processus. Chacun a son processus pour faire ces choses-là. Chaque étudiant aussi met en œuvre un processus qui lui est particulier et c'est un bonheur, une magie que de faire connaissance avec ça chaque année, avec chaque étudiant d'ailleurs, parce que c'est quelque chose de complètement personnel et particulier, magique, c'est passionnant. Le mien passe aussi par ce chemin, mais il doit en prendre d'autres pour rencontrer celui des étudiants en fait. J'ai de mon côté toujours été assez rebelle à la gestion passive de n'importe quel savoir ou expérience. Je suis un autodidacte en fait, et donc je me suis longtemps demandé qu'est-ce que je faisais dans une école d'art et qu'est-ce qui m'avait valu en fait ce privilège. Un joli matin, avec ma compagne, me questionnant sur cet étrange exercice auquel je me livre avec vous, j'ai eu envie de revisiter mon cheminement d'enfant dans son éducation. Et le plus joli souvenir qui me reste, c'est celui de cette école maternelle pilote, proche de la place d'Italie à Paris en 58, où nous passions nos journées à peindre et surtout à faire des gâteaux. Il régnait en ce lieu chaud et accueillant une atmosphère de gentillesse et de sécurité que je n'ai retrouvée presque nulle part après. Un peu plus tard, arrivé à l'école publique, la communale fut une sorte de choc inouï dont le premier souvenir qui me reste est celui de la guerre qui régnait du côté des garçons dans la cour de récréation. Et le premier jour, cette drôle de journée, un petit garçon qui jouait les durs avait poussé violemment un autre enfant qui buvait au robinet puis lui avait cassé les dents de devant. Et je me suis dit, c'est chaud l'école quand même, c'est chaud la pédagogie, j'appelais pas ça comme ça. Ainsi, les salles de classe devinrent pour moi des lieux d'anxiété et d'angoisse, où le silence devait régner sous l'autorité d'un maître raide et sévère. Bon, je parle d'une époque qui est celle des années 50, ces choses ont bougé quand même énormément, mais... Et je crois que je me suis quand même jamais départi de ce vieux sentiment de l'enfant solitaire et un peu apeuré en fait de cette... même quand j'entre à la HIR ou même dans un lieu d'enseignement, j'ai toujours une espèce d'angoisse à me dire mon cœur bat toujours la chamade en fait. Ces vieux souvenirs reviennent. C'est pas simple l'école quoi. Et donc c'est aussi peut-être pour ça que j'ai eu envie de la quitter en y enseignant des choses. Je crois que j'ai donc voulu enseigner aussi pour faire disparaître ce sentiment chez moi et chez les étudiants qui l'éprouvent aussi, je le sais.
Vers l'âge de 14 ans, je rejoignais l'école publique et les pensions pour y trouver enfin une sorte de liberté, une chance de sortir du rôle de cet élève assez peu passionné par l'école en fait. Et la lecture qui s'était depuis longtemps substituée à la télévision que nous n'avions pas, par un choix supérieur de mon père, m'avait préparé à aimer le français et les sciences. Donc je me rattrapais dans ces matières et d'autres, mais ni en mathématiques ni en physique, enseignées par des professeurs qui n'avaient pas le désir de me les faire aimer particulièrement. Et la nécessité donc de devoir apprécier un enseignant pour recevoir pleinement ce qu'il a à donner peut parfois donner une sorte de handicap. Certains n'ont pas besoin de ça, en fait, d'aimer les gens qui enseignent ou qui transmettent, mais pour moi, je crois que c'était nécessaire. Je connais d'autres étudiants aussi pour lesquels ces choses ont un sens. Pour devenir donc un bon souvenir, il semble d'abord qu'une information mémorielle doit procéder d'une expérience vécue dans des circonstances stimulantes, positives, pour être au moins réutilisable. Cyrulnik, en fait, dans une contribution à une table ronde qu'il a menée en 2018, parle de cette mémoire saine, non traumatique et évolutive, non figée, en fait, qui en fait, c'est celle sur laquelle se construit, en fait, tout le système mémoriel. Elle n'est pas du tout un retour du passé, mais une représentation intentionnelle de la mémoire. À la différence, la mémoire traumatique, elle est construite sur des images qui sont figées, qui se représentent à nous, et qui nous empêchent de fonctionner, tout simplement. Donc je pense qu'un début de la pédagogie, c'est de favoriser cette instance du bonheur, de cette mémorisation positive. Mais c'est une alchimie, c'est un processus en fait qui est plutôt hermétique. Moi je ne sais pas comment m'y prendre en fait, savoir comment les étudiants que nous accompagnons vont garder un souvenir, une mémoire quelconque utilisable, nécessaire dans leur vie même. Quand je réfléchis à cette chose pour moi, je réalise que j'ai du mal à l'expliquer même. Et cette chose s'est construite avec des gens que j'aimais ou dans des circonstances que je ne sais pas pourquoi toujours. En tout cas, j'ai juste su accompagner les étudiants à se centrer sur eux-mêmes, puis à les encourager à poursuivre en aiguisant mon regard et le leur sur ce qu'ils découvraient ou faisaient. En fait, j'ai jamais été adepte d'une pédagogie, j'allais dire, d'une transmission pour une transmission. Ça, pour moi, ça n'a jamais marché. Et voilà. Mais chaque enseignant, évidemment, a ses processus et ses façons de faire. Par un drôle de processus d'orientation, en fait, à une époque de ma vie, j'étais pendant 2 semaines là, chez un prothésiste dentaire, dans un moment d'orientation, et qui découvrait le petit don que j'avais pour le dessin, et ce qui m'amenait à être dirigé en pension vers un lycée agricole de Beauce. Vous allez vous demander qu'est-ce que je fous là, en fait, hein, après avoir fait 2 drôles d'études. Et après ça, en fait, j'ai déserté les bancs de l'école en 1973, la voie de Bray, pour rejoindre des communautés d'Ardèche. Et puis ensuite, j'ai rejoint une faculté qui était pour moi une faculté intéressante et ouverte, qui était la fac de Vincennes, qui est devenue plus tard Paris 8. Et cette nécessité de la liberté a toujours été quelque chose d'assez important dans ma vie, et dans cette envie de pédagogie. Dans cet endroit qui était donc Vincennes, les sciences d'éducation, la psychologie, l'animation culturelle, les arts plastiques, c'était des choses que j'avais choisies par moi-même au fond. Chose que tous les étudiants en fait n'ont pas toujours le loisir de pouvoir faire dans un cursus. Et ça, je me disais, tiens, c'est peut-être pas mal, mais ça peut avoir aussi des inconvénients. L'autodidacte que j'étais, alors que je suis toujours, en fait, c'est jamais vraiment considéré très légitime d'enseigner ses connaissances à des étudiants bien mieux diplômés que lui. À cette petite angoisse de l'école dont je parlais tout à l'heure, s'est ajoutée celle-là, une autre raison de revenir à l'école pendant près de 20 ans, car au fond, ce sont les étudiants qui m'ont tout appris de la pédagogie. J'avais eu l'intuition de me passionner très tôt, dès 1983, pour les technologies numériques du pré-presse. Et en fait, c'est cette avance, quelque part, que j'ai prise de cette façon, qui m'a amené à, alors, on va se dire drôle de retour des choses, à me passionner pour l'édition scolaire. Vincennes a été un endroit assez merveilleux de la connaissance parce qu'on pouvait y faire son marché et j'y ai fait exactement ce que j'avais envie d'y faire. Et je sens que les étudiants aussi ont ce besoin, cette nécessité dans leur propre parcours, en tout cas qu'on ait une attention à cette question. Et donc, après cela, j'ai monté une société, une des premières du pré-presse, et qui s'est attachée à réaliser des manuels scolaires numériques. Quelque part, en fait, j'ai pu me faire une place dans ce monde, en fait, en ayant quelques longueurs d'avance, en fait, très vite rattrapé par le temps. Et j'ai créé une société qui s'appelait Datalogue et qui, en fait, réalisait des manuels scolaires
Alors c'est quand même une drôle de revanche de se dire que quelqu'un qui n'a pas vraiment été à l'école se retrouve à faire des manuels scolaires, vous ne trouvez pas? Puis au final, après qu'il termine à l'université, ou qu'il ouvre ses portes, parce que justement, il a une expérience dans un champ où en fait l'école ne le fait pas, donc lui il a pris de l'avance et donc il a cette chance. Et alors quelqu'un comme Olivier Ponserre m'a ouvert cette porte en fait avec d'autres personnes. Pareil à l'université, j'ai eu une chance folle, hein. Je crois que ces chances-là sont devenues presque impossibles tant les choses se sont rigidifiées dans l'éducation. J'ai appris à ce moment-là ce qui s'appelait le métier de concepteur scénariste de jeux multimédia. Après avoir quitté cette société dont je vous parle, qui s'appelait Datalog, qui a fait donc des manuels scolaires pendant des années, et les années 90, en fait, ont signé la fin d'une certaine économie, ouvert en fait ce qu'on a appelé le multimédia à cette époque. Et donc j'ai repris mon petit bâton de pèlerin après avoir été PDG d'une boîte. Enfin, PDG c'est un grand mot, j'étais juste directeur de création de cette société. Et à ce moment-là, en fait, j'ai aussi la chance de pouvoir d'enseigner ce que j'apprends, enfin, ce que je pratiquais en même temps. C'est la question du jeu, en fait, dans sa dimension numérique, qui m'a amené à intervenir dans l'atelier de didactique visuelle qui s'appelait à l'époque l'ESSAD, à partir de 2000, sous la forme d'un workshop, puis à y donner ensuite au cours d'année 3, dans le cadre du cours Fait de vos jeux, mes premiers cours. J'intervenais alors avec Anne Busser et Olivier, qui est là, un vieil ami. Dans cette période, ma pédagogie consistait plutôt à témoigner, montrer et accompagner les choses. La petite sélection de jeux que j'ai réunis ici, sur cet écran, et ceux qui vont suivre d'ailleurs témoignent de différentes fonctions du jeu. À gauche, il s'agit d'une commande en fait pour une association de quartier de Strasbourg, pour un jeu de socialisation aux actes de la vie quotidienne. Ensuite, à côté, c'est un travail de réflexion sur la théorie des jeux et sur les jeux anciens. Le travail qui était là convoqué était une étude en fait des mécaniques du gameplay. Le jeu qu'on voit à droite était donc un Carom qui avait été revisité, dont les règles avaient été totalement revisitées par les étudiants, j'allais dire pour elles-mêmes. Ensuite, en fait, l'enjeu de ce cours a été d'associer en fait au principe même du jeu des connaissances, des propriétés du savoir. Je cherchais souvent, lors du lancement du cours, à convoquer les étudiants à souvenirs d'enfance, aux jeux de cours et d'imagination, pour reformer le fameux cercle magique si bien décrit par Huizinga. Et cette condition préliminaire de la création du jeu, je la trouve passionnante et intéressante, en fait, cette mise en condition personnelle de la relation qu'on a avec cette question du jeu. Olivier Ponserre me proposa ensuite d'intervenir auprès des autres années de la section, puis de l'année 2 de communication. Les partenaires avec lesquels nous menions nos projets avaient parfois des attentes très précises, qui n'étaient toujours dans le cadre de ce cours, en fait, de vos jeux, qui n'étaient pas toujours aisées de satisfaire. La question étant de réussir à conserver une forme d'équilibre entre cette contrainte forte du besoin d'expression et de liberté des étudiants et la pédagogie. Contrainte forte, j'attends presque les besoins du client, ou quasi-client, même s'il ne s'agissait pas forcément de client au sens strict. Les visuels de cet écran présentent 3 jeux de discussion et de débat réalisés pour une association avec laquelle on a travaillé un moment, les Atomes Crochus, qui étaient dirigés par le didacticien et ancien chimiste Richard Emmanuel Istès. Le designer, game designer que j'étais alors, incarnait et témoignait de son chemin dans l'univers de l'auteur et des commandes. Et cette période était celle de l'intégration, je dirais, du libéralisme pédagogique dans les écoles d'art et les universités. La primauté de la démarche professionnelle du projet, de l'entreprise, était admirée, imitée, intégrée. J'en étais quelque part un modèle et je pouvais jouer ce rôle un peu facile, mais qui m'a fatigué au bout d'un certain temps. Je participais à l'intégrer donc en didactique à partir de l'expérience que j'avais de mes projets d'auteur, mes activités d'enseignement à Paris 1, au Gobelin de l'école de l'image et dans d'autres formations. Et dans cette période, les projets répondaient à certaines demandes d'institutions extérieures. Olivier Ponserre pour l'atelier, le cours Fait de vos jeux, noua des partenariats avec la maison de quartier du Neudorf, l'hôpital de Haute-Pierre, plein de lieux, la maison des Jeux de Strasbourg, les Atomes Crochus, l'INA, plein d'endroits. Et donc, quelque part, on avait ouvert nos portes au monde. Je n'ai jamais cessé de considérer l'approche de ce que j'avais à connaître, comprendre, expérimenter, comme la manière d'un jeu permanent. Donc. Concevoir un jeu qui soit envisagé pour lui-même, sans enjeu de connaissance apparent, ou comme un jeu à objectif de connaissance, à visée pédagogique.
invite à un processus exploratoire qui construit, je le crois, à la fois un nouveau savoir et un processus qui le transmet par lui-même. En fait, au fond, toute ma pédagogie s'est fondée sur cette question de la ludicité, j'allais dire, l'idée que pour pouvoir apprendre, il faut qu'on soit dans des conditions bénéfiques et même jubilatoires. C'est pas toujours facile hein, dans le champ scolaire. Et en même temps, mettant en pratique les choses et les faisant, et puis les éprouvant ensuite. Dans le cadre de la collaboration avec le Jardin botanique de Strasbourg, côté cours, apprendre autrement au jardin, la pédagogie fut explorée en fait de façon multiple. Et les 3 dispositifs qui sont là, en fait, avec d'autres choses qui avaient été créées par ailleurs en fait, dans ce contexte, étaient destinés au terminal scientifique de Strasbourg. Et donc pour le programme de génétique végétale. Et donc le jeu là, a pris 3 directions. Donc ces réalisations ont été concrètement fabriquées pour le jardin botanique de Strasbourg, comme d'autres objets d'ailleurs, auxquels moi je n'ai pas participé, mais là c'est ce cours que j'animais. Et c'est donc, on peut parler de manip, proposait de manipuler des modèles de biologie végétale. Donc le premier en fait donnait, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces choses, mais il donne à voir qu'en fait, ce qui fait la nécessité ou l'intérêt en fait de ces processus, le premier en fait, donner à comprendre la spéciation qui se ressemble, s'assemble. Ce qu'on voit ici. Et donc là, on était presque dans un processus en fait, où l'utilisateur a toute liberté et où c'est une expérience en fait, qu'il est en train de vérifier par lui-même. Et donc c'est un scénario en plusieurs étapes. Chacun des jeux était construit sur une logique de cette nature-là. Ce projet-là, en fait, est celui d'un duo d'étudiants, Léo Reghini Fleur et Clara Borde, qui sont 2 personnalités imaginatives comme ils s'en trouvent en didactique et dans cette école. Mon intérêt pour les jeux de construction, le travail du bois, la découverte de la biologie végétale m'enchantèrent et me stimulèrent à pousser leurs concepts. J'ai toujours beaucoup aimé la botanique, reconnaître les plantes, comprendre les mécanismes biochimiques. Leur projet devint un défi autant pour moi que pour eux. C'est pas le seul projet, mais celui-là était pour moi un peu exemplaire. Ça s'appelle FloraKit et ils sont en train de l'édifier en fait. Donc c'était un projet qui est né dans ce cours et puis ensuite il est devenu ça pourrait devenir un projet de diplôme. Ils sont déjà en train de le fabriquer avec l'aide d'un chercheur et la personne qui dirige le jardin botanique de Strasbourg et qui les accompagne d'une façon scientifique. Une application d'ailleurs va être développée en fait pour accompagner cet outil de reconnaissance des espèces, mais qui est un jeu de construction. Le musée, de cette façon, est devenu pour moi, en fait, et je pense pour les étudiants, c'était le but, un terrain de jeu. En 1963, lorsque j'avais 9 ans, avec ma petite sœur Ethel, qui en avait 7, tous les dimanches matins, en fait, notre mère, pour se débarrasser de nous à l'heure du ménage, en fait, nous envoyait au Louvre. Mais le Louvre, en fait, à cette époque, était un lieu qui n'est plus, comme tous les grands musées, c'était un lieu, j'allais dire, quasiment vide, en fait, peuplé juste par les gardiens, ou à peine. Et c'était un terrain de jeu véritable, incroyable. Et je pense que le musée de l'Œuvre est un musée un peu comme ça. Un musée où il y a de l'espace, il y a de la... J'exagère. Il y a des visiteurs, il y avait des visiteurs au Louvre. Mais c'est un lieu d'abord où il y a des gens passionnants, que j'aime, et puis avec qui ça fait 5 ans qu'on mène des choses ensemble et plus. Et ça, c'est aussi une chose importante dans la vie, de travailler avec des gens qu'on apprécie. Je ne vais pas vous raconter ce qui se passait dans ce musée, on emmerdait les gardiens aussi, mais en même temps, on s'imbibait de cette culture fascinante et passionnante qui est réunie dans ce lieu. Et le travail en fait, que j'ai mené ensuite avec les étudiants dans les musées de Strasbourg leur a à leur tour offert cette possibilité de vivre, vous voyez, ces lieux comme leur propre terrain de jeu en fait. Et bon, je sais pas, pour certains c'est pas le cas, hein, mais pour d'autres oui. Et ils ont comme moi eu le privilège de pouvoir vivre ces espaces en cohabitant avec l'intimité des œuvres et des connaissances en fait qu'il faut imaginer ou arracher ou découvrir en fait pour eux-mêmes. Fabriquer des jeux ou des instruments qui communiquent en fait ce qu'eux-mêmes ont envie d'apprendre ou de comprendre en fait de ce qui se passe là. Ma première collaboration pour ce terrain de jeu au musée de Strasbourg, en fait, dans les musées, en fait, se fit au musée d'art moderne, le MAMSC. Et donc là, j'allais dire, c'est cette première collaboration avec le musée d'art moderne nous amena à créer 3 jeux
dont l'objectif était de donner à découvrir, comprendre, apprécier les œuvres et les démarches des 25 artistes qui étaient réunis pour l'exposition Pièces montrées, en fait, des FRAC. Le jeu montré à gauche, dans l'écran, était une platine en bois simulant l'ADN d'une œuvre choisie. Et ce dispositif permettait de fixer des tampons semi-sphériques portant une grammaire de signes que l'on devait ancrer et faire rouler pour découvrir le code génétique de l'œuvre, ou en tout cas de l'interprétation que les étudiants proposaient de cette œuvre à travers ce jeu des signes. Mais il fallait que les étudiants soient là pour éclairer ces signes. Le second dispositif, dénommé recto verso, permettait de sélectionner 6 cartes d'un vocabulaire de mots décrivant l'œuvre choisie, et d'une façon... il y avait d'un côté des mots, de l'autre côté des images. Quand on assemblait en fait ces mots d'un côté, on retournait cet objet, on découvrait en fait la figure de cette réunion des mots-clés de l'œuvre. Cette collaboration qui me fit mieux connaître le service éducatif des musées m'amena ensuite à rencontrer Stéphanie Bonnet du Monde et Cécile. Et donc en 2013 démarre cette collaboration avec Stéphanie, Cécile. Et ces deux êtres sont des personnes remarquables avec lesquelles j'ai toujours adoré travailler. Leur engagement, leur modestie, leur incroyable gentillesse et leur respect des étudiants formaient ici les conditions d'une formidable collaboration. Pour cette première expérience, le thème de conception du jeu proposé aux étudiants avec Stéphanie Bonnet était celui du bestiaire médiéval. L'un des deux concepts de jeu retenus, bête, fut ensuite fabriqué. Donc on voit en fait un peu les épisodes de création de cet objet qui en fait a pour lui-même en définitive d'être d'une grande simplicité, ce qui est le cas, c'est de l'intérêt qu'ont la plupart des jeux intéressants, ils doivent fonctionner sur des mécaniques simples. On n'arrive pas toujours à ce résultat. Cet outil donc était constitué des parties élémentaires des figures du bestiaire médiéval. Il avait donc plusieurs vocations dans ce musée, de reconstituer la plupart des chimères du bestiaire qui se retrouvent dans ce lieu et permettre aux visiteurs de jouer aussi avec les composants de ces chimères et d'en inventer d'autres comme d'en reconstituer. Cet objet qui est toujours présent dans le musée en fait a été accompagné d'outils que les étudiants devaient aussi développer. Et alors, cette chose-là était faite en 4-5 jours dans le cadre d'un workshop, en fait, hors limite, qui existe toujours, et puis a été prolongée, en fait, réalisée par une étudiante en particulier qui s'en a emparée, qu'on a fait un sujet de diplôme, enfin pas de diplôme, en tout cas un sujet de réalisation complet. Elle a une société de scénographie, de muséographie à Strasbourg aujourd'hui. Elle travaille pour les musées, d'ailleurs. Et ce format du workshop en 4 jours était extrêmement intéressant. J'adore ce format pédagogique et dense et riche. Le concept de ce jeu, qui s'appelait Bête, réunissait en quelque sorte les ingrédients essentiels de la validation d'une connaissance et de son imagination. Une exposition et son parcours muséologique, pédagogique, forment un scénario plus ou moins explicite dont le visiteur ne réalise pas toujours la synthèse et ne perçoit la cohérence durant ou à l'issue de sa visite. Ce qui s'est passé ce matin nous donne à voir combien c'est complexe, subjectif. Pour les étudiants concepteurs d'un jeu, d'autant plus, la visite préalable du musée et cet enjeu oblige à assimiler assez rapidement en fait, des connaissances, en tout cas de faire des choix de ce qu'ils ont envie là, de transmettre, avec l'appui des experts, des gens qui sont là et qui peuvent être ressources de connaissances. La conception donc, est pour moi un processus d'appréhension de l'exposition qui est aussi intéressant que la visite de l'exposition. C'est une autre formalité de la visite que celle de mettre des étudiants ou de se transformer en étudiant au musée.
Le petit groupe d'étudiants en fait, de cet autre projet s'investit plus ou moins en fait, au début de ce projet. Et en fait, c'était une application. C'était le temps des applications. L'atelier de didactique visuelle est un lieu où le numérique a pris une certaine place. J'ai pris peut-être un peu de distance avec ça aujourd'hui, mais j'y attache toujours autant d'intérêt. Et donc là, c'est une application complète qui avait été prototypée par les étudiants et qui se proposait d'explorer le musée de l'œuvre en fait, à travers le regard de 6 étudiants de l'atelier. Et chacun donc avait choisi de développer une partie. L'un s'était consacré à la topographie du musée, l'autre à la topographie du musée, un autre à une salle des statues, en fait, la salle des statues dans laquelle l'étudiante avait construit une narration. On avait un jeu de construction d'un chevalier. Bref, je vais passer sur les détails de cette construction. Mais je considère pour ma part fort utile de pouvoir laisser aux étudiants la possibilité de se tromper, d'essayer, de mettre au point, d'être critiqués, de relever des défis complets par eux-mêmes. Faire la chose pour leur fournir ou élaborer des contenus pré-expertisés ne les conduit pas toujours forcément à mener une véritable expérience en fait, de ces savoirs-là. À la façon d'une expérience où la prise de risque est limitée, la conception du jeu, là, en fait, je prêche pour la chapelle, est ici une vraie pédagogie dont les règles s'élaborent et se découvrent sans trop de risques, hors la pression de nos attentes et de nos évaluations. Parce que justement, un jeu, par son principe, est quelque chose qui n'emporte pas trop de danger. Bon, évidemment, ça dépend de quel jeu on parle, mais ces jeux-là laissent cette liberté, cette possibilité d'apprendre. L'atelier du visiteur, en fait, c'est une autre année de travail des étudiants. C'est un espace qui avait été ouvert par Cécile Dupeux, la conservatrice de ce beau musée. En fait, elle nous avait offert ce privilège de créer d'utiliser une pièce entière du musée pour faire la synthèse d'une exposition. Alors, ces 3 dispositifs, en fait, à la différence, par exemple, de celui que j'ai montré tout à l'heure pour le jardin botanique, oui, n'était pas un outil de transmission d'une connaissance d'une façon expérimentale, mais plutôt, là, en l'occurrence, c'est plutôt un dispositif visant à restituer, interpréter, partager l'expérience personnelle ou collective de la visite par les visiteurs. C'est une machine à laisser des traces, enfin, en tout cas de faire parler cette question. Donc il y avait à gauche le bain de lumière. Enfin, en fait, c'était un outil à manipuler, à créer une ambiance lumineuse à partir de l'univers de lumière et en partie du vitrail, parce qu'il y a une part de ces œuvres qui sont dans le musée. À droite, il y avait on avait intitulé ça la galerie des discrets, et qui était en fait une façon de révéler de petites œuvres, des choses qu'on ne voit pas en fait dans le musée, des œuvres modestes, et qui étaient juste gravées là, il fallait les révéler avec du papier, et puis on pouvait les accrocher avec des pinces à linge pour en faire sa collection personnelle. Là, en fait, on l'avait appelé le cubasson, et donc c'était un travail sur les sons du musée. Vous avez observé que ce musée ancien est incroyable, quoi. Il a une vie sonore qui lui est propre. Et donc, les étudiants avaient fait un travail de prise de son et on pouvait écouter, se construire une espèce d'auto-symphonie. Alors, ça fonctionnait comme ça fonctionnait, hein, mais c'était une expérimentation. Mais après, peut-être qu'on nous dira la valeur, l'usage de cette collaboration. Je vais parler d'autre chose là, en fait, c'est la question de l'écriture pour soi et pour les autres. J'allais dire que l'écriture a une place importante et privilégiée dans ma vie, que j'ai cherché assez tôt à partager avec les autres et plus tardivement avec les étudiants. Elle s'est initiée d'abord dans ma pratique personnelle des carnets depuis l'adolescence, puis professionnelle avec le scénario de plusieurs genres, le théâtre, l'écriture interactive, beaucoup, et d'un premier roman auto-édité à la mémoire de mon père. Il n'a pas vu le jour parce que j'y parlais de choses qui concernaient très peu de gens en fait. Mais c'est pas grave, j'en suis très heureux. Mon évolution professionnelle d'auteur dans le domaine du multimédia en particulier, puis du web des années 2010, m'amènera à me consacrer presque entièrement à la pédagogie. Et donc je passe ainsi du statut de témoin, maître, modèle, à celui d'accompagnateur, guide, jardinier, pédagogue, où l'écriture trouve une nouvelle place. En tout cas, j'ai besoin, pourquoi ?
parce que je commence à accompagner des mémoires d'étudiants, et je réalise les difficultés des étudiants avec cette question d'écriture, qui est loin d'être un plaisir. Et je me dis, bon, je vais essayer de leur donner du plaisir à faire cette chose-là. Et l'atelier d'écriture en didactique va naître. C'est jamais simple, mais c'est un endroit qui a donné vie à des tas de choses absolument passionnantes. En particulier, c'est devenu un atelier de création de nouvelles. Et je suis très fier en fait, de ce que les étudiants font dans cet espace. On publie périodiquement sur le site de l'atelier des choses. Un peu après, ou en parallèle, en fait, j'avais créé un cours qui s'appelait la boîte à outils, où je cherchais à combler à une époque certaines lacunes pratiques de notre formation dans les questions de la gestion de projet, de la comptabilité, le droit des contrats, un vrai bazar en fait. Donc, qui avait été aussi mon quotidien de chef d'entreprise à une époque. Et évidemment, peu étaient bizarrement, peut-être pas passionnés par ces questions, sauf certains seulement. Ces dimensions sont d'ailleurs aujourd'hui intégrales des séminaires dans l'école. Mais en fait, dans ce cadre-là, je me suis retrouvé à animer ce cours, cet atelier d'écriture, en fait. Le processus créatif et de stimulation de l'écriture que je propose toujours, sur une sorte de méthodologie que j'ai d'abord expérimentée par moi-même, à partir du travail de construction des personnages de Stanislavski. Et pour les concevoir, en fait, c'est une méthode qui est empruntée à la pratique théâtrale. Pour les concevoir et puis enseigner le scénario interactif et le processus de conception des projets en général, je crois ne pas pouvoir aborder en tout cas un processus de conception sans en passer par un processus un peu compliqué. Je pense que pour les étudiants, l'écriture c'est aussi quelque chose de cet ordre, c'est comme un voyage imaginaire ou fictionnel. En fait, on doit s'abandonner à ça et l'atelier d'écriture est un lieu comme celui-là et je suis foncièrement heureux en fait de ce qui est produit. Il y a des choses de cet ordre qui sont en ligne et qui participent en fait. Tout ça est lié en fait à cette question du jeu, de la vie des étudiants. Et la pratique de l'enseignement n'est à l'abri de rien, encore moins de ce qui peut affecter son équilibre le plus profond, quand il s'agit en partie du lien qui relie à l'aide que l'on aime. Ma compagne, Claudine Denner, a réussi à survivre à l'épreuve d'un cancer grave, un sarcome de la joue pour lequel je n'ai rien pu faire d'autre que de l'aimer et de l'accompagner. Cette maladie, qui commença il y a bientôt 5 ans, débuta par une très longue année d'épreuves où rien ne lui fut épargné. Durant cette année-là, elle peignit 15 toiles. Elle dansait aussi dans sa chambre, dans le jardin, dans la forêt, sur la plage, partout. Elle exposa ensuite son travail dans plusieurs lieux. Je devins sa muse, son impresario, sa cheville ouvrière. Ainsi, l'atteinte au corps, au visage en particulier, est une épreuve que notre société est incapable d'affronter. Ce dont nous a parlé ce matin confine à cette question, tant elle voue un culte stupide et dérisoire à l'image intemporelle et intangible des apparences. David Le Breton, dans Anthropologie du corps et de la modernité, évoque ainsi les visions du corps et du handicap, en disant « Nos sociétés vouent un culte au corps jeune, séduisant, sain, tout-puissant, et font du déni de la mort ou de la fragilité de la condition humaine une pierre d'angle du lien social, n'accordant aux individus affectés d'un handicap qu'une place seconde. Ils incarnent le retour du refoulé, une vulnérabilité, les mettant en porte-à-faux avec les rites d'effacement du corps. » Durant cette période, je développais une sensibilité aiguë et particulière qui m'a bien plus ouvert aux étudiants et à leur profondeur. Et cette propension sensible ne m'a d'ailleurs pas vraiment quitté, car elle anticipe mon propre devenir d'ailleurs, car lorsque l'on côtoie la vulnérabilité, le risque intime de la mort de l'autre, qui est soi, pour partie, on a brutalement le privilège de voir s'ouvrir le sens de la vie et l'intérêt qu'ont les autres. Et les étudiants me sont devenus 10 fois plus passionnants qu'auparavant. Par un autre hasard un peu étrange, dans cette période où la question du corps et de la précarité d'exister m'était ainsi posée, Stéphanie Bonnet, qui avait pris attache avec Sabine Blanc de Carpentier, je ne sais pas où elle se cache. Ah ouais. Chorégraphe, plasticienne, elle s'est présentée un peu ce matin, pour se former elle-même et l'équipe des médiatrices du musée, nous proposait un travail de médiation corporelle. Elle me proposait d'associer le hors-limite à son travail corporel. En 2015, le musée de l'œuvre commémorait le millénaire de la construction des fondations de la cathédrale par l'exposition Strasbourg 1200-1230, la révolution gothique. 12 étudiants de l'école participaient à ce workshop et après la visite de la partie romaine de l'exposition,
Le groupe, qui ne se connaissait pas, s'est ensuite retrouvé dans une petite salle semi-obscure. On va vivre cette expérience, je vais arrêter de vous la raconter, et vous allez voir combien c'est important et intéressant, en fait, comme préliminaire pédagogique, j'allais dire, en fait, la rencontre d'un groupe. L'enjeu, en fait, de ce hors-limite, en dehors de ce travail corporel que proposait Sabine, visait, en fait, à inventer, imaginer des jeux, en fait, ou des processus mettant en œuvre la question du corps dans la sensibilisation aux œuvres et à ce qui... Oui. Le bilan que je retirais de cette partie de l'expérience consacrée à la conception des jeux était relativement frustrante, mais elle n'était qu'une étape. Elle a été la première pierre de cette collaboration avec ces 3 personnes et les gens du musée. En 2016, donc là, Sabine, parce que là, cette année-là, c'était Stéphanie qui avait animé, après avoir été formée par Sabine, ce workshop, enfin la première partie. Et là, donc, je rencontre Sabine, qui propose, d'emblée, en fait, nous décidons de donner au jeu une place qui va être non plus le moyen, mais plutôt la façon de restituer ce qui s'est passé pour chacun. Pour rejoindre la problématique de cette journée, je dirais qu'en définitive, j'ai usé des musées comme de lieux où a pu s'illustrer et se mettre en œuvre cette forme de pédagogie que j'affectionne, qui est tournée vers la connaissance, le monde, les gens, le jeu, la création.
Et pour conclure cette intervention, je peux dire que la pédagogie, comme je l'entends, sans chercher à en généraliser l'expérience, mais seulement pour en témoigner et la partager, s'est construite très progressivement pour aboutir à la forme d'une cohérence fondée sur ce que je cherchais à comprendre et à améliorer dans ce que j'enseignais et accompagnais. Le jeu était ma carte d'entrée à l'école et je l'ai joué dans toutes ses dimensions pour en tirer beaucoup de ressources. Je reste convaincu que la conception des jeux est une pédagogie en soi, pas très éloignée de celle du projet, à la différence qu'elle permet d'essayer et de prendre les risques de la liberté que le projet semi-ouvert ne cherche pas toujours à affronter. J'ai également découvert que l'écriture était un ferment et un outil de relation avec les étudiants absolument passionnant. J'envisage en effet l'écriture autant pour ses vertus initiales de délivrance de l'énergie créatrice en groupe que comme un tête-à-tête au long cours. Accompagner les mémoires et les travaux de recherche des étudiants après ça est tout aussi passionnant et contribue à une relation synergique avec eux. Et l'entrée en scène du corps, dans ma vision pédagogique, en est restée aux prémices. Et je vais continuer à en explorer la richesse loin de l'école, puisque je prends ma retraite. Elle est déjà prise, en fait. Je fais un peu de rab. J'ai commencé à pratiquer les exercices proposés par Sabine Blanc-Carpentier pour lancer certains cours, en fait, en dehors d'elle, ou comme une forme d'échauffement préalable pour aborder la conception. La question du corps est quelque chose d'intéressant et passionnant, absolument utile dans la pédagogie, mais plus que ça même. Cette hybridation physico-psychique me semble essentielle et de nature à révolutionner nos pédagogies et la mienne en particulier d'abord. La conscience corporelle est en effet un préalable à toute action que j'avais pour ma part longtemps délaissée. La synergie en fait de ces trois polarités, le jeu, comme mise à l'essai de la liberté de la création à l'épreuve du monde, c'est un triptyque. L'écriture comme processus et trace de ressenti pour l'élaboration de notre pensée et de notre cœur, et le corps comme remise au présent de soi et de la gestion au monde. Je retiens de tout ça. J'ai encore une petite chose à vous dire. Progressivement, avec le temps, les années, chacun de mes enseignements a pris sa place et son sens sans que je sache vraiment pourquoi. Je quitterai l'école en septembre prochain avec ce sentiment-là, surtout parce que j'ai pu mener avec les étudiants et les personnes avec qui je l'ai fait, avec bonheur, toutes ces années. Je voudrais remercier ici Olivier Poncer et toute l'équipe de l'atelier didactique et les collègues de l'école à laquelle je souhaite le meilleur pour demain, ainsi que l'administration de l'AIA. Je souhaite aussi remercier Stéphanie Bonnet, Sabine Blanc-Carpentier, Cécile Dupeux, pour notre belle complicité et l'équipe du musée et de ses services techniques. Et j'oublie évidemment pas les étudiants, j'en ai parlé, ils sont tellement importants pour moi. La métaphore du jardinier pédagogue est assez jolie, je trouve, pour notre activité d'enseignement. Nous en reparlerons peut-être un jour quand je me serai remis à mon nouveau jardin. Voilà, merci à tous.